Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up et plus précisément le supplément SmackDown, le podcast qui transpire le catch et qui analyse chaque semaine le show bleu de la WWE. Mais peut-on encore dire qu'il est vraiment bleu? On va voir que cette semaine est lourde de surprises et de nouveautés. Je suis Raphaël pour vous présenter tout ça et je suis avec l'ami Chris. Ça va Chris? Salut Rafa, salut peuple de catch-up. Eh ben, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu, ou du show rouge, ou du show bleu et rouge, on sait plus en fait maintenant, donc écoute, on va voir ça. Bah ouais, ça aurait pu faire un chauve violet, mais c'est déjà pris même partout au Five, alors on sait plus quelle couleur. Un show Purple Rain. Eh oui, c'est ça. Donc, pour ceux qui ont suivi Monday Night Raw, qui avait lieu à Cincinnati dans l'Ohio la veille, hein, Vince McMahon a eu la brillante idée d'inventer maintenant une wildcard rule. Donc, ça veut dire que des catcheurs de Raw pourront venir à SmackDown, des catcheurs de SmackDown pourront venir à Raw. On était parti sur 3 à la fois, puis finalement 4. Puis on verra que c'est un petit peu, ça va être un petit peu la tenue de cet épisode à nouveau. Alors, nous sommes dans le Kentucky, c'est à Louisville, non, je crois? Ouais, Ouais. ça, c'est ça. C'est ça. Eh ben, ça commence par AJ Styles qui est là. AJ Styles, il est censé être à SmackDown, hein, il est censé être à Raw, pardon, mais il revient à SmackDown et c'est ce qui nous explique hein, quand il a entendu parler de cette règle de la Wild Card Rule et que des gars de Raw pourraient aller à SmackDown. Ah bah, il fallait qu'il soit le premier à être là parce que c'est quand même lui qui a construit SmackDown, hein, c'est la maison qu'il a construit. Il est interrompu assez rapidement par Sami Zayn. Alors Sami Zayn lui aussi était à Raw et officiellement dans le roster de Raw. D'ailleurs, la veille, il était parti dans un camion poubelle à cause de Braun Strowman. D'ailleurs, bon, évidemment, il y a quelques blagues de la part de AJ Styles qui lui dit qu'il sent mauvais. Le public lui scande des take a shower. Sami Zayn, il dit qu'il n'avait pas envie de toute façon d'être là ce soir. C'est Kofi Kingston et Xavier Woods, donc le New Day, qui arrivent ensuite. On se retrouve un peu comme un Raw avec un début où tout le monde débarque. Bon, Kofi Kingston et Xavier Woods, là, ils sont dans leur vraie écurie, hein. C'est les premiers vrais de SmackDown à arriver. Tout ça discute un peu. Alors voilà, Kofi Kingston, il dit que AJ Styles, il est censé être plus là maintenant. Styles, il lui dit que bon, ben, Kofi Kingston, il est venu à Raw la veille, hein. C'est une histoire d'invasion. Et Sami Zayn, lui, ce qu'il veut, c'est il veut affronter, il veut un match de championnat. Kofi Kingston, il est fighting champion, donc voilà, il nous dit, ben écoutez les gars, AJ Styles, Sami Zayn, moi, je veux bien défendre mon titre, hein, je l'ai défendu il y a 24 heures contre Daniel Bryan, je m'en fous, je peux affronter n'importe lequel de vous deux, je m'en fous. Bon, et ça tranche pas trop, et on nous apprendra un petit peu plus tard qu'on aura dans le main event ben, un triple threat, hein, AJ Styles euh, contre Kofi Kingston, contre Sami Zayn pour le titre de la WWE. Donc déjà, deux fois le titre remis en jeu en 24 heures. Qu'est-ce que tu as pensé de cette introduction là, Chris? Ouais, bah c'est la mise en place donc de cette fameuse wildcard rule. Bah écoute, moi j'ai pas été super fan à Raw. Là, le fait de voir Styles arriver et puis finalement il réclame un title shot quoi, donc c'est un peu étrange. On sait pas trop sur quel pied danser là. Zayn, alors je sais pas, Zayn, tu me diras, mais moi j'ai pas bien compris en fait Zayn dans quel roster, à quel roster il est affilié. Mais bah du coup lui aussi il a un title shot, donc on se retrouve avec un triple threat pour le main event. Donc bon, c'est pas mal d'avoir un match de championnat pour clôturer le show de toute façon. Voilà, bon moi je reste assez un peu circonspect sur l'histoire de la White Card Rule, quoi. Je trouve ça un peu bizarre. Je me demande si ça appelle pas à la fin un brain split. Un brain split. Je me demande si on va pas arriver à terme d'ici l'automne à la fin des deux rosters séparés. Parce que de tout ce que je lis sur l'arrivée de la Fox, de SmackDown, etc., que SmackDown va passer à 3 heures, apparemment ça a l'air d'être relativement officiel. Moi, je suis assez surpris. Je t'avoue que bon, moi, je fais pas partie des fans des rosters mélangés, donc moi, je suis un peu déçu de voir ça. Donc ça m'emballe pas des masses, quoi. Après, sur le line-up, voilà, sur le match annoncé, effectivement, bon, c'est plutôt sympa, hein. Zayn versus Styles versus Kingston. Sur le papier, ça a plutôt de la gueule. Ouais, donc oui, je te confirme, hein, Sami Zayn, normalement, il est à Raw, il fait partie là, des
au moins des deux premiers, donc Styles et lui, qui sont venus de Raw à SmackDown. Alors comme tu l'as dit, hein, ça paraît être ça l'idée derrière. C'est pour ces histoires de la Fox qui veut ne pas se priver d'une superstar. Moi, je suis comme toi, je préfère les rosters séparés quand il y a des ceintures bien distinctes, parce que sinon c'est le bordel et souvent il y a un show qui en pâtit, hein. Moi, je me souviens de l'époque où tout était mélangé là, dans les années fin des années 2000. SmackDown n'avait plus aucun intérêt en fait, il s'y passait plus rien. Sauf que là, pour le coup, maintenant c'est SmackDown qui va être limite la plus grosse émission vu le contrat avec la Fox. Donc je suis curieux de savoir ça. Est-ce qu'on va vers la fin des brands? Bah déjà là, 4 de SmackDown qui peuvent venir à Raw et 4 de Raw qui peuvent venir à SmackDown, c'est déjà un peu ça, hein, parce que là on voit le main event de Raw, c'était 2 gars de SmackDown cette semaine, et le main event de SmackDown, ça va être 2 gars sur 3 qui sont à Raw. Donc bon, 4 catcheurs ont le droit de tourner, mais si c'est les 4 main eventers, ça va vite se ressembler, je pense, les shows. Ah bah moi je pense que, en voyant ça comme ça, moi je vois pas trop d'avenir sur le fait des rosters séparés, hein. Là, je crois que vraiment, petit à petit, là, on est en mai, donc il reste quelques mois avant l'arrivée sur la Fox, donc j'ai l'impression qu'en fait sont en train de nous préparer psychologiquement au fait que oui, voilà, dorénavant, il va y avoir un seul et même roster. Bon, ça, c'est vraiment pas fait pour me plaire, quoi, hein. Je me répète, mais bon, on verra ce que va nous donner l'avenir sur les prochaines semaines. On verra bien pour l'avenir. En tout cas, pour le présent, c'est que c'est l'anniversaire de Kevin Owens. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Joyeux anniversaire à lui. Il nous envoie un petit message vidéo. Il est de mémoire, je crois qu'il est dans sa voiture, je sais plus trop. Enfin bref, il nous dit que pour son anniversaire, hein, il vient pas bosser, il se repose, il est rentré chez lui. Et voilà, happy birthday to me. Donc, happy birthday to lui, hein. Happy birthday, Keo! Voilà, pendant qu'il se repose, il y en a d'autres qui s'affrontent. Alors là, on repart dans le vrai roster de SmackDown. On a Ali qui affronte Andrade. Andrade qui est accompagné de Zelina Vega, bien sûr, hein. D'ailleurs, c'est drôle puisque là, on a deux catcheurs qui ont perdu la moitié de leur nom récemment, hein. C'est pas Mustafa contre Cien Almas, c'est Ali contre Andrade. Et donc Andrade, il se met à parler, hein, quand il arrive avec Zelina, dans son anglais un peu accent hispanique quand même. Il dit qu'il va être senior, comment il dit ça? Senior moneda en el banco, hein, l'argent, money in the bank. Et par contre, le match est très très court, il a quasiment pas lieu d'ailleurs, puisqu'il y a une intervention. C'est Randy Orton, un autre participant du Money in the Bank match, qui débarque et qui attaque les deux en fait, il n'a pas vraiment de cible. Il porte un RKO à Ali, et il en porte un ensuite aussi à Andrade qui essayait de faire une sorte de splash. Donc double RKO, et Randy Orton montre qu'il est encore dans le game. Est-ce que ça build bien le Money in the Bank match qui arrive, tout ça? Ouais, ouais, bah il lance le Money in the Bank match, il lance le build, quoi. Bon, c'est pas, comme tu dis, il y a quasiment pas eu de match, quoi. De toute façon, il y a juste Ali, il a eu le temps de porter le Spanish Fly, mais derrière, voilà, Orton débarque et qui picole des RKO à tout le monde. D'ailleurs, le deuxième RKO sur Andrade, j'ai pas trouvé que ça rendait beaucoup, quoi, parce que Andrade, il était déjà bien bas Oui. le ring au moment où Orton le chope, quoi. Donc, ça a pas donné un visuel extraordinaire, j'ai trouvé. Mais bon, voilà, Randy Orton, il se positionne pour le MITB. Alors moi, personnellement, je ne crois pas une seule seconde à la victoire d'Orton au MITB, mais bon, on verra bien. Mais voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas eu un petit peu plus long entre Ali et Andrade, parce il y avait moyen de faire un bon match. Donc c'est un peu dommage d'avoir coupé ça tout de suite avec l'intervention de Randy Orton. Bon, moi j'ai pas, ça m'a pas emballé des masses, mais bon, voilà, les mecs se positionnent en vue du pay-per-view, donc voilà, c'est assez classique finalement à la WWE ce genre d'interaction. Oui, rappelons qu'on est à un Raw et un SmackDown maintenant On du est, Money. on est à 10 jours là, même pas du pay-per-view, donc Ouais, c'est ça. Bah, je suis un peu comme toi. Je suis un peu déçu quand j'ai vu qu'il y aurait Ali versus Andrade, qu'on n'ait pas quasiment pas de match parce que ça aurait été une belle affiche. Mais bon, bah c'est la construction du Money in the Bank. On verra. De toute façon, en général, on sait jamais vraiment d'avance qui va le gagner, à part Strowman qui paraissait très évident l'an dernier. Donc ça peut être n'importe lequel de ces gars-là. En général, il n'y a pas un build qui nous laisse présager le gagnant. Donc
Voilà, on verra ce que ça donne dans le match à échelle. En parlant de Money in the Bank, en parlant de ceinture, oui. Donc on a les ceintures tag team qui ont été abandonnées la semaine dernière par les Hardy, hein. Jeff et Matt, ils sont blessés. Enfin, Jeff est blessé à cause de Lars Sullivan. Et ils ont rendu les ceintures vacantes. Et on nous annonce que Shane McMahon va régler tout ça très vite ce soir, hein. La semaine dernière, on était un peu étonnés. Moi, j'étais un peu étonné de la précipitation avec laquelle on avait rendu ces ceintures vacantes, alors qu'on aurait pu attendre la fin au moins le Money in the Bank. Et puis, ben voilà, Shane McMahon, il arrive avec les ceintures par équipe de SmackDown. Il explique qu'il a regardé tout le roster de SmackDown pour savoir à qui il allait les donner, qui était l'équipe la plus méritante. Et finalement, il a trouvé l'équipe la plus méritante. Un petit suspense. On se demande, moi je pensais qu'il allait se les donner à lui-même ou un truc comme ça. Et ben non, c'est la musique de Daniel Bryan qui retentit. Daniel Bryan arrive, il a retrouvé Eric Rowan, hein, qui était pas là la veille à Monday Night Raw. Et donc, Shane McMahon, il va donner les ceintures, il va faire de Daniel Bryan et Rowan les champions de SmackDown comme ça, sans rien, sans mérite. Alors ça la N'importe quoi. double. Non, ça ne se peut, ça ne se peut ça. Non, Heureusement, ouais. ça peut pas exister à la WWE, ça, c'est pas possible, quoi. Enfin, sur le coup, moi, j'ai dit, mais non. Quand je visionnais le SmackDown, j'ai dit, non, c'est pas possible, ils vont pas faire ça, c'est pas possible. Et non, car il y a la fameuse Wildcard Rule. Et, Ah, et ouf, on est sauvé deux champions par équipe, deux anciens champions par équipe qui sont maintenant à Raw. Les Usos débarquent. Alors eux, ils sont choqués, pareil, comme toi. Ils font what? Ils comprennent pas ce qui se passe. Ils arrivent et ils disent non mais c'est pas possible, on donne pas comme ça les ceintures, hein, les ceintures de SmackDown elles se méritent, nous on les a méritées, The Bar ils les ont mérités, le New Day ils les ont mérités, hop hop, là il faut au moins un match et ils proposent que Shane McMahon book les Usos contre Daniel Bryan et Rowan pour ces ceintures de champion de SmackDown par équipe. Et Shane McMahon il est plutôt d'accord, le match a lieu. Donc on va découvrir ce que valent Daniel Bryan et Rowan en équipe. Les Usos, on sait ce qu'ils valent, et d'ailleurs c'est un match qui ressemble beaucoup au match classique des Usos. On a une série de super kicks qui sont portés à peu près dans toutes les combinaisons possibles. Il y a un moment, Daniel Bryan qui est sur l'arête du ring, là, qui court le long des cordes pour sauter sur l'un des Usos qui est en bas, et puis c'est le deuxième Uso qui depuis le ring le cueille au menton. Ensuite, on va avoir une bonne grosse série de domination des Usos. Mais à l'extérieur du ring, Daniel Bryan va placer son running knee je sais toujours pas les différencier. Et Rowan va pouvoir porter sa sorte de choc slam, là, je sais pas comment ça s'appelle, sur le dernier Uso. Et au final, c'est les éco-responsables, les barbus, qui remportent clean cet affrontement. Donc les Usos perdent et le titre est bien dans les mains de Daniel Bryan et Rowan, comme c'était prévu en début de soirée. Un petit peu plus tard dans les coulisses, on les verra croiser de Heavy Machinery, donc Tucker et Otis, qui ont l'air de convoiter les ceintures, mais il y aura juste un petit jeu de regard. Bon, voilà, Daniel Bryan perd son titre, perd sa chance pour le titre WWE à Raw. Là, il retrouve très vite des ceintures entre ses mains. Il précise bien qu'il faudra en faire des ceintures éco-responsables, hein, mais est-ce que tu es surpris? On s'attendait pas à des champions comme ça, je pense, la veille ou la semaine dernière. ouais, ouais, on s'attendait pas forcément à ce scénario-là. Bon, je t'avoue que j'étais bien content de voir débarquer une équipe, en l'occurrence les Usos, pour relever le challenge et pour pas s'arrêter sur cette décision complètement inepte à mon goût de donner des ceintures comme ça juste sur le biais oh bah tiens bah toi je pense que tu le mérites alors toi je te donne la ceinture, tu vois. Mm. Donc heureusement qu'on a un match pour le titre. Bon après en fait le fait de voir les Usos qui sont à Raw, si tu veux, bah du coup enfin moi je sais pas, hein, personnellement moi je pas une seule seconde je me suis dit les Usos vont gagner le titre, tu vois. Je Oui, c'est pour. Enfin, Scénaristiquement, pour le scénario, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça très mauvais, quoi.
Mm. Et j'ai pas une seule seconde, tu vois, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu aucun frisson pendant le match. J'attendais juste la victoire de Rowan et de Brian, quoi. Donc, moi, ça m'a un peu laissé de marbre, en fait, ce truc-là, quoi. Donc, le match, par contre, était pas mauvais, mais bon, en même temps, on avait des bons workers sur le ring, là. Donc, il y avait pas de raison qu'on n'ait pas un match de mauvaise qualité. Mais bon, écoute, voilà, bah, Brian, il continue tranquillement, il se rechoppe encore des ceintures. Bon, je reconnais par contre que ça fait une tag team qui est plutôt sympa en termes de champions. Avoir Brian et Rowan en termes de champions dans la tag team division, c'est pas mal pour SmackDown. Surtout que la tag team division à SmackDown, elle a été quand même vachement dépréciée là, hein, Ah depuis bah oui. WrestleMania. On est passé, en fait, on avait fait le constat ces dernières semaines depuis WrestleMania que la tag team division à Raw était devenue très 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 compétitive. Et pour le coup, bah, de l'autre côté, dans le show bleu, elle est devenue très très faible. Mm. Donc, effectivement, avoir Brian et Rowan en champion, ça relève un peu le niveau. Bon, quand tu vois que les prochains challengers, ça risque certainement d'être les Heavy Machinery, que tu vois qu'il y a des équipes comme la B-Team ou d'autres équipes au sein de la Tag Team Division montrent quand même un peu la faiblesse dans le show bleu de la Tag Team Division, alors que ça faisait 1 an ou 2 ans qu'on disait que c'était la meilleure Tag Team Division de la WWE, qu'elle était à SmackDown, quoi. Donc, gros chamboulement même dans tout ça, quoi. Mais bon, avoir Brian champion, c'est bien, hein. On sait que de toute façon, quand il tient des ceintures, quelles qu'elles soient, de toute manière, on est assuré d'avoir des bonnes promos, assuré d'avoir des bons matchs. Donc ça, c'est le point positif à ce niveau-là. Ouais, en tout cas, il continue de collectionner les ceintures et continue de gonfler son palmarès. Moi, je trouve ça très malin. Ça évacue très vite. Ils ont très bien réglé, je trouve, l'histoire du Daniel Bryan qui est plus champion du monde. Voilà, il s'est trouvé une autre croisade, il s'est trouvé un autre créneau. Il va être très bien, je pense, dans la division par équipe. Mais ouais, comme tu l'as dit, c'était un peu Waterloo Mort Plain, hein, quand Shane a commencé à dire je vais la donner à une équipe qui est méritante. Je me suis dit attends, je cherchais dans ma tête, je me dis bon, il y a la B-Team là avec qui il était copain, mais quand même, je me suis dit, il va se la donner à lui. Et puis, alors je trouve dommage qu'ils aient pas un peu plus évoqué, même si ça flottait dans l'air, hein, le fait que ben Shane, pourquoi il le donne à Brian, ben Shane et Brian, ils ont été voilà, manager général et commissionnaire, ils ont quand même un passif ensemble, ils ont fait pas mal de choses. Ouais, Moi, ils sont heal tous les deux à l'heure actuelle, donc c'était logique que Shane donne ouais. sa préférence à une équipe heal. Oui, bien sûr. Moi, j'ai trouvé assez plaisant quand même c'était ouf de revoir les Usos dans leur vrai style parce que à Raw là, enfin, j'imagine que tu partages l'avis qu'on a eu avec Ringside dans l'analyse de Raw, hein, les histoires de poils à gratter dans le cul des Là, revivals. là, j'étais atterré devant Raw, atterré. Non, moi je te le dis, j'ai trouvé ça mais pathétique, quoi. D'ailleurs, ce segment-là m'a sorti du show complètement lundi soir là, et après, même s'il y a eu le match à la fin entre Kingston et Bryan pour le titre, très franchement, j'ai trouvé ça pathétique, quoi. Le cœur y était plus. Bon, bah écoute, on va plus en parler pour pas se sortir de notre analyse. On est à SmackDown, la crise, tout va bien. Les Usos sont des grands athlètes très compétiteurs. Oui, Euh, on a eu un beau match tag team pour le titre, ça c'est le point positif. Mhm. Alors on continue, on a encore, suite à ça, on a encore Shane McMahon au milieu du ring. Il est avec les deux mallettes du Money in the Bank, celle des filles et celle des garçons. Et bon, c'est pas trop ce qu'il nous raconte en fait. Il nous dit voilà, celui qui gagne le Money in the Bank, il est quasiment sûr d'être champion, tout ça. A priori, il veut nous dire quelque chose, mais on saura pas quoi. Il est attaqué par derrière par le Miz. Le Miz qui essaye de se venger des affrontements de la veille, hein. Il avait pris un petit coup dans les parties intimes, donc ça c'est douloureux. Le Miz attaque Shane McMahon. Il est malheureusement pris d'assaut par Curtis Axel et Bo Dallas, donc ils sont venus encore aider leur patron, même s'ils n'ont pas été dans la ceinture par équipe. Le Miz, il arrive c'est vrai que le Miz d'ailleurs, c'est lui qui les a lancés, hein, la B-Team. Et ouais. Euh, le Miz, il réussit parce qu'il est censé être très fort, le Miz, hein, n'oublions pas qu'il a tué Sanity, donc là il arrive à prendre le dessus sur la B-Team. Mais Shane McMahon sort une chaise et il tape avec la chaise sur le dos du Miz. Euh,
revanche de ce qui s'est passé la semaine dernière, encore une fois. Donc voilà, ben, le Miz a perdu le segment, hein, Shane McMahon. Sa musique retentit, il a réussi à prendre le dessus. Donc on continue sur cette feud qui, de toute façon, va nous donner le match en cage, hein, ça, on est en courant depuis un moment. Donc je sais que tu es pas très fan de Shane. Là, je sais pas si ça t'intéressait tout ça. Bah écoute, de toute façon, c'est la continuité, justement pour la préparation du match qui va avoir lieu au pay-per-view. C'était étrange de voir la B-Team venir casser la gueule à Miz, puisque c'est quand même l'historique qu'il y a entre le Miz et la B-Team, c'est quand même, ça vient quand même de très loin. Donc c'était étrange. Je continue, je crois que je l'avais signalé la dernière fois, mais je continue à dire que Curtis Axel et Bo Dallas sont out of shape, quoi. Mais alors, totalement, ils sont totalement hors de. Ils ont un bide tous les deux, quoi. Mais on voit qu'ils n'ont pas été utilisés depuis plus longtemps. Ils sont laissés aller dans la junk food américaine. Ils sont dans un état de forme, ces deux-là, mais c'est une catastrophe, quoi. Donc écoute, bah voilà, il continue la feud entre McMahon et le Miz. Ouais, bon, ça c'est encore une fois, c'est assez classique. Voilà, on essaye de nous hyper pour ce style cage match, quoi. Bon, moi j'ai beaucoup de mal à être hypé dans ce match-là, mais ce que ça donnera. Après, j'essaye juste de me rassurer en me disant que bon, un steel cage match, ça peut toujours être relativement spectaculaire et puis que voilà, McMahon va en profiter pour faire quelques spots du haut de la cage et tout ça. Je sais pas où ils veulent nous emmener avec cette feud là. Je me demande même quand est-ce qu'elle va se terminer en fait cette feud parce que ça fait des mois que ça dure cette affaire entre le Miz et Shane et on a l'impression qu'on va jamais en sortir. Donc est-ce que à Money in the Bank ça va être le point final ce steel cage match ou est-ce que ça va continuer? Ça va être un peu la surprise du chef, quoi. Ouais, t'as raison que tout ça, c'est tout ça, c'est la fameuse histoire du tournoi Best in the World à Crown Jewel. On dit que la WWE, c'est pas forcément faire des histoires qui durent longtemps, mais alors là, ouais, c'est de là, hein. C'est une des feuds les plus longues qu'il y ait depuis, on va dire, sur la dernière année écoulée à la WWE. Je crois que là, la feud de McMahon-Miz, c'est une des feuds les plus longues qu'il y ait eu, quoi. Donc, bon, c'est vrai, tu as raison quand tu dis que souvent on se plaint des fois qu'ils nous mettent des feuds qui durent à la vitesse de la lumière et qui disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Là, pour le coup, on a une feud sur le long terme, mais bon, pas forcément avec les mecs qui font le plus rêver, enfin en particulier Shane, moi, qui me fait pas rêver du tout. Mais parce que le Miz, le Miz, il est en face, alors c'est un peu particulier. Moi, je le trouve tellement génial en heel que bah, quand il est en face, je trouve qu'il manque un peu de saveur. Bon, là, comme il est dans une espèce de trip vengeance, je veux me faire la peau de Shane McMahon, bon, à la rigueur, ça me va. On va dire que ça me va comme ça, quoi. Oui, c'est ce qu'on a dit aussi avec Ringside, le mise en face. Bon, ça va pour une FUD, mais on verra comment ils vont le faire rebondir après. C'est pour ça qu'on a d'autant plus hâte, entre guillemets, de voir quand est-ce qu'ils vont passer à autre chose. Surtout que Shane, il est aussi un peu à mi-chemin en FUD avec Roman Reigns maintenant, donc on est toujours dans un bordel ambiant. Voilà, c'est la wild card, c'est la wild card. Mais alors là, si vous comptez bien, hein, on a déjà vu AJ Styles et Sami Zayn, on a vu les deux Usos, donc a priori, on a grillé nos quatre cartouches. On va continuer sur du SmackDown 100%. Et on passe à la division féminine. Alors, les filles ce soir, elles auront pas, on verra pas malheureusement, hein, on verra pas Becky Lynch, on verra pas Charlotte, on n'aura pas d'infos à propos de cette feud là, mais on va voir la division tag team. On verra pas non plus les championnes. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on les a pas vus, les Iconics. Non, là ce soir, on voit Ember Moon et Carmella qui font équipe et qui affrontent les deux anciennes de l'Absolution, donc Sonya Deville et Mandy Rose. Donc moi j'ai eu un petit peu, c'est vrai que avec le bordel qu'il y a ambiant, je me suis dit attends mais est-ce que je me souvenais plus vraiment si qui était à SmackDown de vrai, si Ember Moon elle était pas à Raw, non tout le monde était vraiment à SmackDown. Ça a été un match assez dynamique, assez animé. Sonya Deville a sauvé plusieurs fois sa partenaire. Carmella, je sais plus qu'est-ce qu'il y a eu de marquant dans ce match, j'ai pas pris de notes. Tu es d'une grande mensuétude, mon Rafa, hein, parce que le match, il a duré 2 minutes. Ah ouais, c'est Il a que été, ça. je crois, 2 minutes 25, je crois. Donc, Ah, ça a été, dans ma mémoire, ça a été. Ouais, bon, bah alors, c'est vrai que a été vraiment extrêmement rapide, quoi. Il y a eu, voilà, il y a eu quelques moves, quoi, parce que heureusement, on a Ember Moon qui a un peu sauvé le truc en portant un ouais, side dive. voilà.
C'est elle qui était d'ailleurs très impliquée parce que Carmella a été quasiment inexistante. Et pour le coup, voilà un match expédié, quoi. Ouais, Expédié cette semaine. À et SmackDown. donc, et donc victoire de Mandy Rose et Sonia Deville. Elles ont gagné, donc elles ont battu Carmella et Ember Moon, mais elles n'ont pas trop le temps de se féliciter, de se congratuler. Elles sont interrompues par la musique de leur ancienne mentor, c'est Paige qui arrive. Et Paige qui leur explique, voilà, toutes les deux, je m'occupais bien de vous à une époque, mais là maintenant, j'ai augmenté le level. Hein, elle est avec Kairi Sane et Asuka, elles sont là toutes les deux. Et elle les met en garde, elle leur dit, la semaine prochaine, les filles, vous allez affronter mes deux japonaises, et ça va pas être la même. Bon, ouais, voilà, ça, on pouvait s'y attendre. Hein. Depuis plusieurs semaines, Paige, elle était un peu en discussion, en rivalité avec ses anciennes copines. Bon, on dessine un peu la carte de la division féminine par équipe à SmackDown, mais on n'a pas les Iconics, donc je sais pas si leur absence t'a manqué à toi. Nous, pas spécialement, mais on peut envisager le fait que ce segment et ce match, ça a été mis en place pour pouvoir mettre en place justement un match de number one contender entre Mandy Rose, Sonya Deville et puis les Asuka et Kairi Sane. Je pense que ça va se dessiner comme ça. Je pense que la semaine prochaine, bon, je voudrais pas vous spoiler les amis, mais je pense que la semaine prochaine, ça va être un match number one contender et peut-être qu'en dernier recours, la semaine prochaine, va être ajouté un match pour le titre par équipe féminin entre les Iconics et puis les filles qui gagneront le match, ce fameux match de number one contender. Je pense que ça va se dessiner comme ça. Oui, en tout cas, À moins qu'ils c'est- ne prévoient pas un match tag team division féminine pour Money in the Bank, parce que pour le Money in the Bank, il y a déjà 10 matchs à la carte, quoi. Ah oui, ouais. Il y a déjà 10 matchs de prévus, donc est-ce qu'ils vont en rajouter encore un, deux ou trois d'ici la semaine prochaine? Bah, on verra ça la semaine prochaine. Bah, oui, on verra ça. De toute façon, on sait que ça sera pas pour le pay-per-view en Arabie Saoudite, hein, puisqu'il faut pas de femmes. Mais qu'est-ce que je vais dire? Ouais, bon, en tout cas, c'est cette ceinture par équipe féminine pour le moment, elle est à SmackDown. Hein. On n'a pas du tout de division à Raw qui a l'air d'être, euh, d'être compétitrice. Bon, Non, on nous a rien présenté à Raw par rapport à ça, et donc c'était vraiment, ouais, c'était vraiment posé à SmackDown avec ce match cette semaine. Donc bon, voilà, moi j'envisage le truc de cette manière-là, hein, vraiment un number one contender match la semaine prochaine. Et puis après, bah, on verra si ça sera inclus au pay-per-view Money in the Bank ou effectivement si ça se passera après le pay-per-view qui se passera chez mm. nos amis ou pas d'Arabie Saoudite, quoi. Ouais. Bon, on verra bien. Ils vont devoir booker assez rapidement là encore une fois, hein, ce pay-per-view, enfin ce faux pay-per-view qui aura lieu là-bas. Bon, en attendant, en coulisses, un petit passage micro, nous avons Matt Hardy qui a l'air de vouloir continuer sa carrière en solo, hein, même si son frère est blessé. Il est avec R-Truth, il discute de comment Lars Sullivan est un monstre avec des mains énormes et tout, mais au moment où il dit ça, la petite intervieweuse, elle s'en va, elle est effrayée tout simplement parce que Lars Sullivan est juste derrière eux. Et le monstre, ben, il agit comme un monstre. Hein. Il envoie Artrousse à travers la porte des toilettes et il place une sorte de powerbomb à Matt Hardy sur une table qui traînait par là, parce qu'il y a toujours des tables en coulisses avec des nappes dessus. Donc voilà, il continue d'être méchant, il continue d'attaquer des vieux. Est-ce que ça continue de pas t'intéresser? Intéressé. C'est clairement Lars Sullivan. Moi, je veux le voir dans des matchs officiels et voilà pour qu'il nous montre un peu ce qu'il est capable de faire dans le ring. Et oh là là, ça fait combien de temps que ça dure la petite affaire là maintenant qu'il vient, il détruit des mecs. C'est vrai, comme tu dis, il s'attaque beaucoup à des vieux en plus. Il s'attaque beaucoup à des vétérans. Voilà. Écoute, c'était un segment oubliable. Hein. Je pense que comme tous les segments de Lars Sullivan depuis des semaines, là, on les oublie aussi vite qu'on les voit. Donc bon, voilà. En plus, on sait même pas après qui il en veut spécifiquement. Il attaque à tout le monde et tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Par moments, j'ai l'impression que finalement, il a même défini Lars Sullivan et qu'ils savent pas trop quoi en faire. Ils veulent juste, voilà, à part le fait de le présenter en monstre, c'est un peu tout ce qu'on nous propose avec lui, quoi. Donc ça va pas bien loin quand même. Hein. Ben non, parce que oui, effectivement, ça fait un mois là, hein, c'était post-WrestleMania qu'il est apparu, ça fait un mois qu'il attaque R-Truth et les Hardy, et c'est vrai que bon bah ils doivent peut-être, je sais pas, ils vont attendre
Bah, peut-être justement le pay-per-view en Arabie Saoudite, hein, on sait qu'ils aiment bien montrer les gros monstres saoudiens là. On se souvient du Greatest Royal Rumble l'an dernier où il y avait des mecs qu'on n'a plus jamais revus d'ailleurs qui faisaient 250 kilos là, des géants. Donc peut-être qu'ils vont en faire une tête d'affiche. Après j'ai vu là que il y avait encore certains de ces anciens propos un peu racistes qui continuent de ressortir. Donc je sais pas trop s'ils peuvent oser le mettre un peu plus haut. Bon, c'est vrai que ça manque d'intérêt, hein, on va dire ce qui est, hein. C'est pas très impressionnant de tabasser Jeff Hardy. Le personnage a l'air quand même. Enfin, moi, je suis pas les réseaux sociaux et tout ça, hein, mais je suis un vieux de la vieille. Je suis pas sur Twitter, je suis pas sur Facebook, je suis pas sur ces choses comme ça. Mais bon, je lis quand même les news catch de temps à autre, quoi. Hmm. Et Sullivan, quand même, a l'air de se distinguer assez régulièrement par des diatribes assez désagréables et assez nauséabondes. Donc, c'est pas fait pour me faire aimer un peu plus encore le personnage, tu vois. Donc écoute, on verra ce qu'il lui réserve pour Money in the Bank et puis ce qu'il lui réserve pour effectivement pour le passage en Arabie Saoudite. Tout ça ne m'emballe pas des masses, hein. Non, bah, moi non plus. J'attends un peu de voir la suite. Alors, on a bon, Aleister Black continue de parler un peu dans l'obscurité en nous disant que bah voilà, qu'il est très fort entre guillemets, hein, qu'il va battre un peu tout le monde et voilà, qu'il affronte les peurs, qu'il affronte les angoisses, etc. Et puis, bah, on a le même segment de la Firefly Funhouse que à Monday Nitro. Donc, je sais pas si tu veux dire un petit mot sur ces deux promos, d'un style sur le papier assez différent, mais qui sont un peu dark et quand même, qui se ressemblent un peu presque, j'ai envie de dire. Enfin, sur le Ouais, fond. enfin, là on est quand même sur deux personnages quand même malgré tout assez différents. Moi, Alistair Black, Ah je oui. suis très, très pressé de le revoir dans le ring. Moi j'aime beaucoup Alistair Black, quoi. Mm. Et puis je suis très content de le revoir en individuel. Donc maintenant, j'attends de le voir pour le ring. Moi, ce que j'aimerais, en fait, moi, mon souhait, ça serait de le voir dans la title picture du titre US. J'adorerais avoir un Aleister Black versus Samoa Joe. Tu vois, ça me ferait bien, bien kiffer un affrontement comme celui-ci. Après, euh, concernant l'ami Bray Wyatt, j'ai envie de te dire qu'ils sont pas trop chiés, hein, la WWE, hein, Raw et SmackDown, même combat. On nous balance exactement la même vidéo à chaque fois dans les deux shows. Ouais. Bon, encore une fois, je peux pas dire que je sois super hypé par les vidéos de l'ami Bray Wyatt, parce que voilà, j'ai du mal à savoir où c'est que ça nous emmène et tout ça. Bon, c'était avec les gosses à la fin, là, qui faisaient une tête d'enterrement, tout ça, quoi. Et puis lui qui est souriant et puis qui fait des au revoir et tout ça. Alors, je trouve ça pas mal dans le sens où c'est décalé, mais ça a du mal à m'embarquer sur quoi que ce soit, quoi. Tu vois, j'ai encore une fois, encore un mec sur qui je me dis, mais quel va être son programme? Ouais. Voilà. Je suis pas contre hein, le fait qu'on repackage l'ami Bray Wyatt dans un espèce de fric aimer des enfants ou pas. Je sais pas, ça me laisse perplexe, quoi. Perplexity, ouais. Alors pour te rappeler quand même, Aleister Black, il est censé être à SmackDown et le titre S c'est plutôt à Raw, donc lui il devrait plutôt se tourner vers le titre. C'est bien, ouais, ce serait plutôt titre intercontinental du coup. Ouais, et Finn Balor, lui, est en vacances en Irlande hein, aussi. Ils sont beaucoup à Ouais, être en vacances. c'est vrai que sur le coup, ouais, j'ai pas cité l'intercontinental, mais c'est vrai que dans les deux cas de figure, un Aleister Black versus Samoa Joe ou un Aleister Black versus Finn Balor, moi ça me va bien, quoi. Oui, Ça veut dire que par contre, l'alignement d'Alistair devrait peut-être changer si jamais il affronte Baylor sur le titre intercontinental. Il faudrait peut-être le passer heel. Et puis après, moi j'ai du mal à penser que Alistair Black va être mis dans le titre majeur. Je pense pas qu'il sera mis dans cette course-là au départ. Je pense qu'on pas va de plutôt. suite, mais Ouais, je pense qu'il va plutôt être d'abord sur les titres intermédiaires. Donc effectivement, ça serait. Après, avec la wild card rule, maintenant on n'en sait rien. Ça se trouve, oui. Black va lancer à Raw la semaine prochaine et puis il va peut-être défier l'ami Samoa Joe, pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que du coup, c'est un peu, on sait pas trop quoi. Ça a été un peu en fait toute la semaine là sur les deux shows, c'est un peu ce que je me suis dit. À chaque fois, je me dis ah bah là en fait on sait pas trop. Ah bah ouais, bah, est-ce qu'il va aller là lui ou est-ce qu'il va aller là? Et puis finalement, est-ce qu'il va aller à Raw ou est-ce qu'il va aller à SmackDown?
Je me suis posé pas mal de questions comme ça là-dessus cette semaine. Vous avez vu, les amis, je me pose des questions existentielles, hein, vraiment. Donc, Non, mais donc voilà. ouais, mais je crois qu'on est tous comme toi, hein, ça nous perturbe ces histoires. On sait plus du tout vers quel FUD la WWE va se tourner. Alors, ce qui tombe bien, c'est que c'est la Money in the Bank, donc on n'a pas trop besoin de FUD, hein. Ils sont 10, enfin 8 hommes, 8 femmes à se mettre sur la tronche, donc c'est pas très grave. Mais on verra pour la suite. Moi, je trouve qu'il y a une FUD complètement évidente, une sorte de filiation entre Aleister Black et Randy Orton, notamment. Ça pourrait être sympa à voir. D'ailleurs, notons au passage, puisqu'on arrive juste au main event, et j'avais oublié ce segment, la greatest acquisition de l'histoire de SmackDown, hein, le beau Roman Reigns, il est pas là. Hein, il sera pas là du tout de tout ce mardi soir. Il était à Raw, il est pas là mardi. Et par contre, on nous a envoyé un beau packaging là pour nous montrer, en gros, la biographie de Roman Reigns, sa vie, son œuvre, hein, de ses débuts en 2010, l'époque du Shield. Quand il gagne le Royal Rumble, on nous a fait croire que c'était la folie dans le public, que tout le monde était pour lui. Quand il bat Triple H à WrestleMania, quand il bat l'Undertaker, quand il bat Lesnar. Moi j'ai un peu peur là, hein. J'ai un peu peur qu'on reparte sur du Roman Reigns à toutes les sauces et que dans 6 mois on se retrouve avec la même hit que avant, parce que je sais pas si on va encore supporter ça longtemps. Je sais pas ce que t'en penses toi. Bah, je sais pas, écoute, moi je le trouve utilisé, je l'avais déjà dit, mais moi je le trouve depuis le début, depuis son retour, il est quand même utilisé beaucoup en mid-card. Il n'a pas été encore lancé spécifiquement sur les gros titres et tout ça. Il est utilisé encore avec parcimonie, hein, la preuve, hein, cette semaine, il a été à Raw, il n'a pas été à SmackDown. Moi, voir Roman Reigns dans la title picture, ça me va bien parce que moi j'aime ce mec. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que effectivement, la vidéo qui a été montrée à SmackDown nous l'a présentée d'une manière, voilà, en top héros, avec un appui de la foule incroyable. Alors c'est vrai qu'à l'époque de tout ce qui a été montré, on peut pas dire qu'il avait la foule avec lui, Non, mais c'était un peu révisionniste, hein, oui. ouais, un petit peu, ouais. Mais depuis son retour, il a quand Oui, ça, même des grosses pop. Je pense il a acquis une nouvelle aura du public avec sa maladie et tout ça, de la manière dont il l'a présenté. Ça a été. J'ai l'impression que, alors je peux peut-être me tromper, hein, mais j'ai l'impression que le public est plus indulgent avec lui. Et que du coup, peut-être que ça passera peut-être un peu mieux son retour dans le top, dans la top card, après tout ce qui s'est passé ces derniers mois. oui, bah, là pour le moment ça joue bien, mais voilà, moi j'ai un. Et puis, il reste un des gros vendeurs. Ah oui, Ça, c'est très important, hein, à la WWE, hein. oui, oui. Qui beaucoup de merchandising sont quand même mis systématiquement en avant. Donc, c'est pas tellement étonnant de trouver Roman Reigns à l'affiche avec la WWE qui essaye de le pusher, quoi, hein, puisque voilà, ce mec-là reste un gros vendeur de t-shirts, de figurines, etc., etc., etc. Oui, oui, non, mais ça c'est évident, c'est une star, mais écoute, je ne sais pas, à voir. Moi, je n'oublie pas les raisons qui ont fait que quand même la foule s'est détournée de lui, hein, parce qu'au début, à l'époque du Shield, il était quand même très populaire. Donc, bon, il est en mid-card comme tu dis, mais s'il continue de battre tout le monde, voilà, les Drew McIntyre, les machins, et qui s'en va directement vers un des titres, alors on verra. Bon, on verra. Mais là, je lis le segment là, cette vidéo, ce packaging vidéo, je me suis, oula, attention là, attention. Ouais, au final, il n'est pas à Money in the Bank, il a un match simple face à Oui, pas dans le Money in the Bank match, il n'est pas dans la course à quelques ceintures que ce soit. non, Pour l'instant, tu vois, il y a pas péril dans la demeure pour les haters de Roman, quoi. Pour l'instant, on le voit pas encore débarquer dans la title picture. Donc, moi, je sais pas. Écoute, j'ai l'impression qu'ils nous le vendent plutôt pas mal. Effectivement, bon, quand tu connais l'historique et que tu suis la WWE assidûment, tu sais bien que la vidéo qui a été présentée à SmackDown, comme tu l'as dit, a été assez révisionniste. ouais, eh ben écoute, on va laisser voir l'avenir de Roman Reigns de côté parce qu'on est au main event et rappelons-nous qu'on a un gros triple threat pour le titre WWE. Donc Kofi Kingston, le champion, qui vient tout juste de défendre son titre la veille contre Daniel Bryan, hein, excusez-nous du peu. Il affronte AJ Styles qui a été champion pendant très longtemps et Sami Zayn qui est de retour dans l'équation, un petit peu comme ça. Il a réussi à se faufiler. Alors on sait que la WWE, ils aiment bien les triple threats, ils savent les faire et là
prestation à mon goût plutôt réussie, hein. On a un beau combat. AJ Styles, à un moment, hein, sur un splash de Kofi Kingston, il retombe mal sur son genou. C'est assez spectaculaire. On a un peu peur pour lui. D'ailleurs, il est pas du tout dans la fin de match, Styles, hein. Il est parti à l'extérieur et pendant la fin de match, Sami Zayn est en feu. Il va placer 3 Blue Thunderbomb à Kofi Kingston, mais à chaque fois, Kofi Kingston va se relever. Sauf que tout d'un coup, surgit de nulle part, l'homme dont c'est l'anniversaire, Kevin Owens, arrive et il attaque, mais du coup, il attaque Xavier Woods qui est à l'extérieur, bah, qui regarde, hein. Donc Xavier Woods est tabassé pas par Kofi Kingston, non, quand même, par Kevin Owens qui ensuite s'en va juste sur la rampe. Ça, ça perturbe un peu Kingston, mais bah, le champion, il marche sur les eaux en ce moment, hein. Il arrive à placer un Trouble in Paradise sur Sami Zayn, et là, il n'y a pas de near fall, il n'y a pas d'hésitation, rien. 1, 2, 3, le champion reste champion. Personnellement, j'ai un peu du mal à comprendre l'intervention de Kevin Owens parce qu'il a pas pesé dans le match, il n'a pas aidé. Hein, c'est un triple threat, hein. Rappelons qu'un triple threat, il n'y a pas de, y a pas de règle, hein. Il aurait pu monter sur le ring pour tabasser Kofi Kingston s'il avait voulu faire de Sami Zayn le champion. Bon, c'était un avertissement. C'était un avertissement, c'était une menace, mais voilà. AJ Styles un petit peu en dessous sur la fin du match, même s'il a bon fait une belle performance quand même. Sami Zayn, pour toi, est-ce qu'il est convaincant là en challenger dans les titres mondiaux? Est-ce que cet affrontement t'a plu? Ouais, le match était plutôt bon. Après, il y a le fait que Kofi il prend 3 Thunderbombs et qu'il se relève à chaque fois. Là, tu vois, là, pour le coup, là, c'est Ouais. vraiment surprenant. Et que finalement, bah, il s'en sort, quoi. Donc on continue quand même à nous présenter Kofi comme un champion valeureux Ah bah oui. qui s'en sort malgré tout, quoi. Malgré l'intervention de Owens, qui, comme tu l'as justement dit, quoi, était un peu bizarre puisqu'il attaque Woods, mais après il fait plus rien. Donc c'est Mm. un peu bizarre que finalement ils se contentent d'attaquer Woods et pas essayer de faire quelque chose par rapport à Kofi. Mais bon, du coup, ça nous a donné un bon match. C'était plutôt un main event sympa, quoi. Globalement, c'était plutôt agréable. Voilà, Kofi il conserve. Kofi, j'ai l'impression qu'ils sont partis pour un règne assez long, hein. J'ai pas du tout l'impression que la WWE a l'intention de couper Kofi très vite. Donc il tient le titre, il le tient plutôt bien et ça nous a donné un bon match à Raw face à Daniel Bryan et là ça nous donne un bon main event à Styles et Zayn. Zayn dans la title picture principale. Donc, écoute, je préfère largement voir Sami Zayn dans une configuration comme ça, plutôt que de le voir dans des promos interminables où il raconte tout le temps la même chose. Ou dans Là, une poubelle. ouais, belle. Voilà, il est enfin de retour dans le ring, compétitif. Donc, du coup, ça nous donne un bon match. Donc, non, ça c'était un bon moyen de finir SmackDown. Ouais, alors ouais, pour petite précision, hein, c'est vrai que la Blue Thunderbomb, c'est pas tout à fait le finisher, donc c'est vrai que c'est pas le Helluva Kick, mais quand même, bon, ça fait du gros nearfall. Euh, ouais, que dire de plus? Bah, on aura peut-être, hein, des explications de Kevin Owens, parce que là, c'est vrai que c'est bizarre. Est-ce qu'il va nous dire qu'il n'avait pas besoin de faire perdre Kofi Kingston? Peut-être qu'il va nous dire qu'il préfère affronter Kofi Kingston que les deux autres, parce qu'il les estime plus dangereux, je ne sais pas. Je sais pas du tout si on va avoir un long règne, moi personnellement. En tout cas, on a, on va dire, une, euh, une artificialisation du long règne. C'est-à-dire que comme il a déjà défendu deux, trois fois sa ceinture en un mois, on a l'impression que c'est du long règne. C'est du costaud. Kofi Kingston, ça a l'air de toujours bien marcher avec la foule. Maintenant, c'est vrai que Kevin Owens a toujours eu l'air d'avoir été très très bien placé à la WWE, hein. Il a quasiment toujours eu une ceinture, ce mec-là, hein, que ce soit universel, US. Donc, Après, ouais, dépendre aussi, tu vois, ça dépend beaucoup aussi de l'agencement de la carte lors ouais. de Bank, hein, parce qu'avec avec la menace du cash-in qui peut Mm. se passer le soir même, selon comment sera foutue la carte. Est-ce qu'on va nous faire un Kofi, comme il y a un Kofi versus Owens, est-ce que Kofi va gagner, mais que le vainqueur du Money in the Bank match va débarquer?
Voilà, tout reste à voir, puisqu'on ne sait pas trop pour l'instant. Enfin, en tout cas, l'agence du monde de la carte en sait peut-être plus que moi, mais pour l'instant, de ce que je sais, il n'y a rien qui a été divulgué, donc on ne sait pas du tout à quel moment Kofi Kingston et Owens vont s'affronter dans le pay-per-view. Donc, Mm. donc ça reste en suspens. C'est vrai que, en tout cas, on a eu à Raw le segment avec Lacey Evans qui a clairement qui a essayé de décourager les femmes participantes au Money in the Bank à ne pas cacher sur elles. Donc, on peut deviner que le Money in the Bank féminin va être l'ouverture du show. Souvent, quand même, je sais pas si j'ai pas de statistiques là sous les yeux, mais de mémoire, je pense qu'au pay-per-view Money in the Bank, on finit souvent quand même sur le Money in the Bank masculin. Enfin, en fait, c'est la WWE qui s'arrange en fonction de l'histoire qu'elle veut raconter, hein, l'année où c'est Dean Ambrose qui a caché le même soir. Mais je pense pas que Kevin Owens versus Kofi Kingston sera le main event. Et Ouais, je pense pense pas. pas, je pense pas non plus que Rollins et AJ Styles sera le main event. Moi, je pense que ça sera le match à 8, mais sans plus de certitude, quoi. Ouais, non, j'ai pas plus de certitude que toi à ce niveau-là, quoi. On verra. Enfin, c'est un des bons côtés du pay-per-view Money in the Bank, c'est qu'il y a beaucoup de surprises selon l'ordre de la carte. C'est certainement des pay-per-view où l'ordre de la carte est le plus important. Mm. Et donc du coup, c'est vraiment le bon côté de ce pay-per-view. Et ça, c'est sympa. Au moins, ça nous laisse, voilà, ça nous laisse des surprises, ça nous laisse de quoi se poser des questions et de quoi débattre. Exactement. Bah écoute, en tout cas pour ce SmackDown, on en a fini. Le premier SmackDown de la Wild Card. Donc on verra ce que ça donne ça aussi dans les semaines à venir, hein. Parce que là, on a bien vu que voilà, ben, on a des hommes comme Sami Zayn qui sont à Raw mais qui se sont mêlés à la title picture. Alors est-ce que ça va être des one-shots? Est-ce que ça va durer? Ou les Usos, comme tu l'as dit, hein, c'était vraiment interbrand. Ouais, sûrement pour des histoires de production télévisée. On verra si on a des fusions de ceintures qui arrivent derrière, si on a des mélanges. Bon, c'est un peu bizarre tout ça. Mais bon, c'est le moment en tout cas du mot de la fin. Donc, Chris, est-ce que tu peux nous donner pour cet épisode un top, un flop et puis ta note? Je peux le faire. Je peux. Allez! C'est parti. Alors, bah, ma note, je vais lui mettre la moyenne à ce SmackDown. J'ai pas été super emballé, mais bon, il y a eu deux bons matchs avec le Tag Team Championship et puis le WWE Championship. Mm. Je vais lui mettre un 2,5 ce SmackDown. Mon top, je vais tout de suite donner mon top. Mon top, en fait, je le donne au main event parce que voilà, j'aime finir un main event d'un weekly avec le titre en jeu, etc. C'est toujours sympa. Avec Kofi Kingston, Styles et Zayn, il y avait quand même un beau line-up dans ce main event en plus. Mm. Donc, plus l'intervention de Kevin Owens, la présence de Woods, etc. Donc, du coup, ça faisait un main event vivant et intense et c'était sympa. Ça m'a bien plu, ça. Et puis, bon, mon flop, j'aurais pu le donner à Shane, j'aurais pu le donner à Lars Sullivan, j'aurais pu le donner à la Tag Team Division féminine. Alors, dans tout ce marasme, je vais le donner à Lars Sullivan, quoi, parce que j'en ai marre, quoi. Faut qu'il fasse quelque chose avec lui, là, vraiment, c'est vraiment. Alors, on l'a pas dit, mais Lars Sullivan, il a fini dans le bureau de Vince, et sans parler, Vince a dit, ou alors je confonds. Ah, Ah ça non, c'était Arrow, ça. merde, excuse-moi, je confonds avec Raw, ouais. Ouais, Eh ouais. et c'était justement fait pour rebondir là-dessus, si tu veux, parce que effectivement, Sullivan, il va voir Vince pour pouvoir se balader finalement entre les deux weeklies. C'est un peu ça sa demande, même s'il ne l'a pas verbalisé. Donc du coup, Eh ouais. on l'a retrouvé à SmackDown, et puis, mais voilà, on ne sait pas ce qu'ils veulent en faire de ce mec-là. Voilà, donc moi vraiment, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. C'est limite quand il apparaît, tu te dis bon bah vivement que ça se termine. Heureusement, jamais très très longtemps. Donc vraiment, va falloir que la WWE me propose autre chose avec Lars Sullivan, parce que pour l'instant, je trouve ça nul. Donc je trouve ça très très mauvais. Donc voilà, donc mon flop va au monstre Sullivan. Au monstre Sullivan. Alors moi, je vais être un petit peu plus haut que toi. Je vais mettre une note de 3 sur 5. Parce qu'il y a eu des bons matchs. Et pour le moment, même si c'est quand même le gros bordel, cette histoire de wildcard, ça donne des shows au moins un peu inattendus. Là, ça nous a un peu réveillés. Ça a permis d'avoir des affiches qu'on s'attendait pas à voir. Le main event était très bon. Moi, bon, pour changer par rapport à toi, je vais mettre le top à Brian et Rowan, champions
tag team de SmackDown. C'est vrai qu'on n'avait pas du tout, enfin peut-être que ça courait sur l'internet, hein, moi je sais pas, mais en tout cas j'avais pas du tout envisagé à ça. Ouais, moi non plus. Alors ça entraîne aussi une déception parce que je pensais vraiment qu'on allait voir dans tout ça nos petits chouchous Rusev et Nakamura quand même, et là c'est encore le néant, hein. Ça fait 2 semaines qu'ils sont pas là. Je sais pas s'ils sont blessés ou quoi, mais Je crois pas, hein, je crois qu'ils sont juste pas bookés, c'est tout, quoi. ouais, c'est ouf. Alors peut-être qu'il y a moyen de faire de ces deux-là des faces à nouveau, hein, parce qu'ils sont assez populaires quand même. Ils pourraient l'être, et de les mettre en feud contre Brian et Rowan à la place de Heavy Machinery quand même, ça serait un peu plus sexy. Mais j'aime bien le fait qu'ils aient, voilà, parce que Brian il a été champion du monde pendant presque 4 5 mois là, il était vraiment le champion de la Terre. C'était difficile d'arriver à lui trouver une porte de sortie correcte, et ils l'ont fait. Là, hop, ils basculent sur la scène tag team et c'est très bien. Moi, mon flop, ouais, je vais le mettre à ce segment parce que j'aime pas trop quand ils font ça, la WWE, là, des espèces de fausses frustrations en nous mettant Shane qui nous dit que il va faire une pseudo-annonce à propos du Money in the Bank, et puis finalement c'est juste un arc narratif. Je suis même pas sûr qu'on reparle de ça un jour, de cette histoire d'annonce. Je sais pas s'il savait ce qu'il voulait dire, Shane. Donc c'était un peu pourri. On aurait pu avoir une autre façon de l'écrire, là, la réponse du Miz à Shane. Mais bon, il y a pas mal de possibilités là dans le futur. Cette wildcard, elle colle à peu près bien avec la gimmick du pay-per-view qui arrive, hein, puisque c'est Interbrand, donc à voir comment ils s'en sortent. Ouais, enfin, moi je rebondis sur ce que tu dis par rapport au fait que c'est le wildcard, c'est quand même. On nous a fait faire enfin, on check-up, etc. Finalement, ce check-up, ça servait pas à grand-chose, quoi, au Ah final. bah non. Ça a été une semaine justement de weekly super sympa, cette semaine de check-up. Hmm. Et finalement, une semaine ou 2 semaines plus tard, on en est là à la wild card, quoi. Alors, il y a peut-être une ou deux explications. On en a parlé au début de la review là sur l'histoire de la Fox et tout ça, mais il y a aussi quand même, il y a des problèmes. C'est que la WWE, elle est dans une certaine forme de gros problèmes en ce moment, quoi, hein. Il y a, de ce que moi je vois partout, etc., les ratings sont catastrophiques, catastrophiques à Raw, catastrophiques à SmackDown. Et il y a un élément aussi très important, c'est que les remplissages de salles aussi sont apparemment catastrophiques. Ah oui, ah, ben, Juste avant qu'on se chope dans Catch Up, j'ai été lire certains trucs par rapport au remplissage des salles. Et par exemple, là, tu vois, à Louisville, là, à Kentucky, la salle, elle était à moitié vide, en fait. ah ouais. Et ils ont beaucoup de problèmes. Ils ne remplacent. Alors, tu verras, tu chercheras un peu, tu verras la salle à Kentucky, c'est incroyable à quel point elle est vide. Hmm. Ils n'arrivent pas à poser des culs sur les sièges. Donc, je pense que Vince a mis en place cette white card parce qu'il essaye un petit peu de sauver la maison, là. Ouais, Parce que et j'ai l'impression qu'ils sont dans un espèce dans une phase là un peu difficile à WWE. Là, ça marche beaucoup moins bien. Les ratings télé sont catastrophiques, les salles ne se remplissent pas. Là, ils sont dans une phase il y a beaucoup de concurrence aussi, hein, comme il y en a peut-être jamais eu autant là entre la NJPW, la IW, la Raw, Impact. Il y a toute une demande, enfin toute une offre catch. hmm. Depuis la WCW, je crois que Vince, il a jamais eu autant de comment dire d'affrontements directs avec d'autres fédérations, quoi. Et j'ai l'impression que le public est en train de bouder de plus en plus la WWE, hein. Ouais, il y a un autre problème aussi en plus. Il y a un roster infirmerie qui est assez bien rempli aussi. Aussi, ouais. Euh, Moi, ce que je disais à Ringside, et je vais le répéter, il y a une forte effectivement concurrence. Moi, ce qui me fait peur avec cette histoire de wildcard, c'est que la WWE il m'a l'air parti pour faire un peu l'erreur de la WCW, l'erreur historique, c'est-à-dire qu'elle va tout miser sur les top stars, et on va voir Roman Reigns tout le temps, on va voir Bryan tout le temps, on va voir Kofi Kingston tout le temps. Et du coup, j'ai peur que ça supprime du temps d'antenne à certains gars, comme Rousseff que je viens de citer, comme EC3 qu'on voit toujours pas, et ça va d'autant plus donner envie de partir. Et puis si on a une fédération qui se monte en face avec, donc déjà on a Cody Rhodes et tout, si on se retrouve avec des mecs comme Dean Ambrose, des mecs comme The Revival, et que tout ça, on agrandisse la liste des frustrés de la WWE, ça peut être dangereux. Moi je pense que j'en sais rien en fait, hein. Je sais pas ce que veut le public moyen. Ils sont dans une période très difficile, hein, quand même, hein, comme Ouais. rarement ils l'ont été. Alors, les ratings télé qui sont mauvais, ça commence à dater depuis un moment. Oui.
Mais là, ça a chuté depuis la road to WrestleMania, hein, même pas WrestleMania, hein, depuis la road, on va dire que depuis le début de l'année, ça a chuté de manière spectaculaire. Je vais Mm. te donner un exemple simple. En 2010, à la même période, en mai, Raw faisait entre 4 et 5 millions de téléspectateurs. Maintenant, Raw a à peine du mal à atteindre les 2 millions. Quoi. Je crois que le dernier Raw de lundi de la semaine dernière, c'est 1,8 million, ce qui est catastrophique, hein, à l'échelle de la WWE. Quoi. Ouais. Jamais, jamais, jamais les ratings ont été aussi bas pour les deux shows. Quoi. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui doit énormément interpeller les McMahon. Et ça doit interpeller aussi d'une autre manière Fox, puisque la Fox a dit que si les ratings ne marchaient pas, les shows pouvaient très bien être déplacés, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas sur Fox, sur le canal principal de la Fox, mais ils passeraient sur Fox Sport, Ouais. qui est le deuxième, tu vois, un peu comme, je sais pas, comme si on prend, je dis n'importe quoi, hein, mais comme le bouquet de TF1, là, tu vois, tu as TF1, Ouais. TF1, machins, etc. Bah, c'est un peu comme si Raw était sur TF1 et puis bah, finalement ça marche pas, et bah, du coup on les met sur TFX, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est un peu l'inquiétude qu'il peut y avoir à la WWE à l'heure actuelle, quoi. Mais vraiment, ils sont dans une phase que je pense qu'ils ont rarement connue à la WWE. En tout cas, depuis la mort de la WCW, je Ouais. pense que là, c'est inédit, en fait, pour la WWE, ce qui se passe à l'heure actuelle, là. Eh ben, espérons qu'ils s'en sortent quand même, et puis surtout espérons que ça les pousse à faire des bons shows et plus d'originalité. Tout à Et, fait. et pourquoi pas, je sais pas, rêvons qui confie un peu plus à Triple H ou tout ça, ou aux jeunes pousses, et puis qu'on ait un petit peu moins de Vince qui impose ses big guys. C'est un peu ce qui fait peur, hein, que Vince essaye d'aller encore plus dans ses recettes qui l'ont rendu millionnaire, mais il y a 30 ans, quoi. Peut-être que le public a besoin d'autres choses aussi, je ne sais pas. Écoute, nous en finissons sur ce SmackDown live. On espère que ça vous aura plu de nous écouter. N'hésitez pas, hein, vous pouvez nous suivre, n'oubliez pas, sur pas mal de réseaux, sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify, sur YouTube. On est sur Twitter, Instagram et Facebook. On s'appelle Catch-Up CDC. Donc n'hésitez pas à donner vos avis à vous aussi sur cette wildcard. Est-ce que vous êtes inquiet pour la WWE? N'hésitez pas à nous soutenir, des petits pouces, des petits cœurs, tout ça, tout ça. En attendant, ben moi, on est fini. Ça a été un plaisir d'être avec toi, Chris. Merci beaucoup pour ce partage d'analyse et d'opinion. Pareil pour moi, merci mon bon Rafa, c'était parfait. Bah écoute, nous, à la différence de la WWE, nos ratings ne font que grimper. Donc, Ouais. le peuple de catch-up nous suit de plus en plus et c'est formidable. Et ouais, mais t'as raison, hein, nous aussi ça nous emmerde si les audiences baissent, ça risque. Alors bougez-vous le cul, hein, Vince, là on veut du bon show. Voilà, on veut du... Allez, voilà, on veut du bon catch. On va finir là-dessus. Merci Chris, merci à tous et bonne semaine pleine de catch. Ciao. Salut Rafa, salut peuple de catch-up, à très bientôt, ciao.